vraisemblablement 22 heures. Bonsoir et bienvenue à tous à ce point de presse. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est aujourd'hui accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, de même que du directeur national de santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda. Sans plus tarder, je cède la parole au premier ministre. Doit-on passer par là? Un autre couvre-feu? Bonsoir tout le monde. entre les mains de M. Legault. On va commencer par la situation. Vous avez vu hier, le Québec a atteint un record de nouveaux cas, 14 000. Et aujourd'hui, on est déjà à plus de 16 000. C'est un record au Québec, mais c'est un record aussi le nombre de cas qu'on a vu hier aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni. Quand on regarde dans le monde au complet, tous les pays réunis, hier, il n'y a jamais eu autant de cas dans une journée. Donc, on est vraiment dans une situation qui est le pire depuis les 22 mois de la pandémie. Et en plus, bien, avec l'arrivée des tests rapides qui ne sont pas nécessairement déclarés par tout le monde, les chiffres qui sont annoncés de nouveaux cas sont sous-évalués. Donc, il y en a plus encore que ce qui est annoncé. Heureusement, quand on regarde le nouveau variant Omicron, la plupart des experts s'entendent pour dire qu'il y a moins d'impact sur les hospitalisations que le variant, par exemple, Delta, qu'on avait avant celui-là. Mais malgré ça, compte tenu de l'importance du nombre de cas, depuis une semaine au Québec, le nombre d'hospitalisations est passé de 473 à 939 hier. Donc, ça veut dire que le nombre d'hospitalisations a doublé, ce qui est très important, évidemment, là, compte tenu de la capacité qu'on a dans nos hôpitaux. Hier soir, avec Christian, avec le docteur Arruda, on a passé du temps avec les experts de l'Institut national, l'INSPQ, de la santé publique, pardon, et avec l'INES, l'Institut national d'excellence en santé. Puis, tous les experts qui étaient là étaient d'accord pour dire que même s'il reste encore beaucoup d'incertitudes, il y a un risque réel qui apparaît de dépasser la capacité hospitalière dans les prochaines semaines. Donc, on s'est dit la vérité. On a été transparent depuis le début de la pandémie. Donc, je pense que c'est important de le dire aux Québécois, là, les experts, puis il y en a plusieurs, des docteurs qui analysent les données, soit l'INES, soit l'INSPQ, sont tous d'accord pour dire, dans les prochaines semaines, là, il y a un risque que le nombre d'hospitalisations dépasse notre capacité, donc ce qui nous amènerait éventuellement à ne plus être capable de soigner tout le monde au Québec. Donc, c'est quand même très grave comme situation. Et s'il y a une chose que j'ai apprise depuis le début de la pandémie, c'est qu'on doit agir rapidement. La situation évolue rapidement, puis comme décideur, on a la responsabilité d'agir. Évidemment, on pourrait attendre toutes sortes d'études puis plus de précision, mais c'est mieux d'agir, quitte à ajuster un peu plus tard. Donc, ce soir, malheureusement, on va se donner des mesures, on va se donner un grand coup à partir de demain. Bon. D'abord, on va malheureusement fermer les salles des restaurants. Donc, les restaurants vont pouvoir continuer à faire de la livraison. Les gens vont pouvoir venir chercher de la nourriture, mais malheureusement, on ne pourra pas garder les salles ouvertes. Maintenant, les rassemblements privés. Les rassemblements dans les maisons seront plus permis à partir de demain. Donc, c'est important de le comprendre. Il va y avoir les mêmes exceptions qu'on a déjà eues à d'autres moments, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin d'un proche aidant, d'une proche aidante, de soins à domicile, les personnes qui sont seules vont pouvoir continuer de s'ajouter à une autre bulle, mais
Pour les personnes qui vivent en couple ou en groupe, ça sera plus possible d'aller faire des rassemblements avec des gens d'autres bulles. Bon, le gros sujet, évidemment, puis la question qu'on s'est posée depuis quelques jours, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le couvre-feu? Puis je veux prendre le temps de l'expliquer, puis d'expliquer les enjeux comme il faut aux Québécois. Bon, d'abord, il y a des gens qui peuvent dire, étant donné que les restaurants sont fermés, les salles de spectacle sont fermées, on n'a pas le droit d'aller visiter ses amis, pourquoi on mettrait un couvre-feu? Bon. Puis effectivement, la majorité des Québécois respectent les consignes, puis ça devrait être suffisant. Par contre, on sait qu'il y a une minorité qui ne respecte pas les consignes. Ça a un impact, évidemment, sur leur situation, se retrouvent plus nombreux à l'hôpital. Et donc, c'est important de pouvoir s'assurer que tout le monde respecte les consignes. Évidemment, quand on parle aussi aux policiers, si on disait, par exemple, on met un couvre-feu seulement pour les non-vaccinés, ça serait à peu près impossible pour les policiers de faire appliquer ce règlement-là. C'est applicable si on dit, bien, à partir d'une certaine heure, il n'y a plus personne qui peut être dans les rues. Comme ça, c'est plus facile pour les policiers. Et donc, c'est applicable. Et on pense que c'est nécessaire d'aller là pour s'assurer, justement, qu'on arrête les contacts là, pour arrêter l'accélération du nombre d'hospitalisations. Donc, malheureusement, je vous annonce qu'à partir de demain soir, de 22 h à 5 h du matin, il y aura un couvre-feu. Ça veut dire que les personnes qui n'ont pas d'affaires à être à l'extérieur, ça veut dire qu'ils n'ont pas un papier de leur employeur ou autre, bien, vont être passibles d'une amende d'au moins 1 000 $. Ça peut aller jusqu'à 6 000 $. Donc, on va être très clair avec les policiers. Puis, évidemment, c'est un geste qui est extrême parce que la situation est extrême. Puis là, ce soir, je veux prendre un engagement devant tous les Québécois. Le premier assouplissement qu'on va faire quand la situation va redevenir sous contrôle dans les hôpitaux, ça va être de l'enlever, ce couvre-feu-là. Donc, ce n'est pas par plaisir qu'on le fait, c'est par nécessité pour sauver notre réseau, puis pour sauver des vies. Concernant les autres activités, malheureusement, les sports intérieurs ne pourront plus être permis. Évidemment, les règles qu'on avait déjà mises concernant le télétravail vont rester. Bon, on s'est aussi posé beaucoup de questions sur les écoles. Vous le savez, pour notre gouvernement, c'est ce qui est le plus important. Que nos enfants, que nos jeunes soient à l'école. Et c'était prévu, évidemment, que les écoles rouvrent le 10 janvier. Bon, on sait, puis j'ai entendu beaucoup de parents dire leurs inquiétudes pour un retour éventuel le 10 janvier. J'ai entendu aussi des enseignants. Bon, depuis hier, les enseignants ont le droit d'aller chercher leur 3e dose, mais il y a des enseignants qui se demandent est-ce que je vais être capable de le faire d'ici le 10 janvier. Et évidemment aussi, les écoles, bien, c'est un endroit où il y a des éclosions, où il y a beaucoup de gens, où il y a un risque plus grand. Donc, j'annonce que toutes les écoles, les cégeps, les universités vont rester fermées jusqu'au 17 janvier. Donc, le lundi 17 janvier, on va tout faire pour rouvrir les écoles. Et évidemment, là, il y a des gens qui vont se dire, oui, mais dans le passé, on n'a pas été capable toujours de respecter les dates qu'on s'était données. Moi, je veux vous dire, là, on va tout faire pour rouvrir les écoles le 17 janvier. Puis 2, bien, ce sont les premiers établissements qu'on va rouvrir. Donc, c'est vraiment là la priorité avant tout. Pour ce qui est des services de garde, les services de garde réguliers vont continuer d'être ouverts. Puis les services de garde qu'il y a dans les écoles vont être disponibles, mais seulement pour
les travailleurs qui donnent des services qui sont essentiels. Je veux revenir sur la situation dans les hôpitaux. Évidemment, je le disais tantôt, depuis une semaine, en seulement une semaine, le nombre de cas COVID dans les hôpitaux a doublé, mais en même temps, le nombre d'employés absents a plus que doublé. On est passé, en fait, depuis une semaine, de 5 600 employés absents à 12 500 employés absents. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que ces deux effets combinés, donc une augmentation du nombre d'hospitalisations puis une diminution du nombre d'infirmières, de médecins, de personnel dans les hôpitaux, ça fait qu'il y a un risque encore plus grand de rupture, donc de ne plus être capable de donner des services à tout le monde. C'est pour ça que le ministre de la Santé a annoncé cette semaine qu'on regarde la possibilité que des employés, que ce soit des infirmières ou des médecins, qui ont eu la COVID, mais qui ont moins de symptômes ou plus de symptômes, de pouvoir revenir plus rapidement. Mais on va le faire seulement aux endroits où c'est absolument nécessaire. Donc, on comprend tous, là, ce n'est pas idéal, mais en même temps, si on a le choix entre se faire soigner par un employé avec un masque N95 ou ne pas se faire soigner du tout, bien, tout le monde va être d'accord pour dire bien, c'est mieux au moins d'avoir quelqu'un avec un masque N95. Puis je veux, en passant, rassurer tout le monde, là, on a assez de masques N95 pour les prochaines semaines, donc ça, ce n'est pas un enjeu. Bon, évidemment, je veux m'adresser à tous ceux et celles qui travaillent dans nos hôpitaux, nos CHSLD. Je suis très conscient que ça fait 22 mois que c'est dur, mais malheureusement, on a besoin de vous autres plus que jamais. Actuellement, là, on est dans une tempête, puis la tempête est à son maximum actuellement. Donc, on a besoin de vous autres. Je ne peux pas croire que dans les prochaines semaines, on va laisser des Québécois sans soins. Donc, on a vraiment besoin de vous autres. Et s'il vous plaît, si vous êtes capable de venir aider vos collègues, s'il vous plaît, on a besoin vraiment de vous autres. Je parlais des employés du réseau de la santé, mais on commence à avoir un problème aussi dans d'autres secteurs, que ce soit les éducatrices en garderie, que ce soit des camionneurs, que ce soit des chauffeurs d'autobus, que ce soit des gens dans la construction. On voit de plus en plus qu'il y a des secteurs qui, à cause du nombre de personnes qui ont la COVID, peuvent plus fonctionner normalement. Donc, c'est toute la société qui, actuellement, est fragilisée. Et c'est vrai aussi dans les commerces, même les commerces essentiels, commence à y avoir de plus en plus de gens qui, malheureusement, ont la COVID, puis peuvent donc pas venir travailler ou ne viennent pas travailler. Et c'est important, là, de reprendre une mesure qu'on avait mise en place l'année dernière, c'est-à-dire de fermer les commerces le dimanche pour donner une chance aux commerces qui manquent d'employés, au moins d'avoir une journée de répit. Donc, pour les 3 prochains dimanches, les commerces vont être fermés au Québec. Bon, entre-temps, vous avez vu, le nombre de 3e doses qui sont données à chaque jour n'arrête pas d'augmenter. On a vraiment une armée de personnes, de vaccinateurs qui travaillent. Et c'est important, quand c'est rendu votre tour, d'aller chercher votre 3e dose. Je répète 2 chiffres que certains experts nous disent. Avec 2 doses, vous êtes protégé à 30 %. Avec 3 doses, vous êtes protégé à 75 %. Donc, c'est toute une différence. C'est très important d'aller chercher la 3e dose. Prochain sujet que je vais vous parler, les personnes qui refusent de se faire vacciner. Bon,
je répète là aussi les chiffres. Actuellement, quand on regarde les adultes non vaccinés, c'est à peu près 10 de la population, mais c'est 50 des hospitalisations. Donc, si vous faites une règle de 3, 10 50 ça, c'est les non-vaccinés. L'autre côté, 90 qui représentent 50 ça veut dire que les non-vaccinés ont 10 fois plus de chances d'être hospitalisés. Puis là, bien, moi, je voudrais que vous mettiez à la place des infirmières, des médecins, du personnel qui voient arriver la moitié des patients qui sont là, beaucoup parce qu'ils n'ont pas été ou ils ont refusé d'être vaccinés. Donc, je comprends qu'il y a une certaine colère. Puis, c'est vrai aussi, chez beaucoup de Québécois, on a actuellement des Québécois, même, je vois sur les médias sociaux, qui suggèrent qu'on arrête de soigner les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Ce n'est pas le genre de société qu'on veut au Québec, là. Donc, on n'ira pas dans cette direction-là. Et par contre, ce que j'ai demandé à mon équipe, c'est de voir comment on peut élargir l'utilisation du passeport vaccinal. Ça veut dire que dans plus de sortes de commerces, dans plus de lieux, qu'on exige de plus en plus le passeport vaccinal pour protéger les non-vaccinés contre eux-mêmes. Parce que s'ils attrapent le virus, ils ont 10 fois plus de chances de se ramasser à l'hôpital avec des conséquences graves qui peuvent aller jusqu'au décès. Et je pense que c'est important aussi qu'on fasse un effort pour donner certains avantages aux vaccinés. C'est une question d'équité. Je termine en vous disant que, évidemment, ce n'est pas le genre de fin d'année que j'aurais souhaité. Mais on a tous un devoir. On a tous un devoir de tout faire pour que tout le monde soit soigné au Québec, pour qu'on sauve le maximum de vies. Et je l'ai dit souvent, le peuple québécois a une cohésion sociale extraordinaire. Donc, il faut s'aider. Il y a des gens, dans les prochains jours, qui vont être stressés, vont être anxieux, vont être tristes. Bien, n'hésitez pas à appeler quelqu'un. C'est important d'en parler à quelqu'un. Puis ceux qui se sentent bien, bien, c'est important d'appeler les personnes qui sont seules. On va vivre des jours très durs et c'est important plus que jamais de prendre soin les uns des autres. Entre-temps, évidemment, dans 2 jours, on va avoir une nouvelle année, donc on va tous se souhaiter que 2022, qu'il y ait moins de virus, puis qu'on ait plus de nouvelles joyeuses à partager. Donc à tout le monde, à tous les Québécois, bonne année 2022 quand même. Merci. Good evening, everyone. Our experts tell us that there's a risk that we won't be able to treat all those who need it in the coming weeks. I know we're all tired, but it's my responsibility to protect ourselves from this. This is why I'm announcing new restrictions starting tomorrow. Restaurants will have to close except for deliveries and takeout. Private gatherings in homes will now be prohibited, except for caregivers and for people living alone. I'm also announcing a curfew from 10 p.m. to 5 a.m. starting tomorrow night. Unfortunately, all indoor sports will have to stop. Places of worship will have to close, except for funerals limited to 25 people, and teleworking remains mandatory. Schools, cégep, and universities
pourront will remain continuer closed until d'être January the accessibles. 17th. C'est le coup de vis qu'on attendait Regular presque il y a daycare une will semaine, remain Patrice, open devant and la montée school du variant daycare Omicron. On comprend que la services santé publique will remain vous laisse open, donner but encore only quelques jours, for donc la essential semaine qui vient de workers. passer, pour voir quelle était la I progression. also La have a progression, message elle est for the fulgurante et people who oblige le work gouvernement in à our donner ce health coup de vis system. important et sans équivoque. More than ever, Et M. Legault Quebec a needs you to provide passé health beaucoup de care temps sur le to those couvre-feu parce who qu'il le need it. sait que We politiquement, ask c'est ce qui est plus difficile everyone à who vendre aux can gens. to Pourquoi un come couvre-feu and ici alors help qu'il n'y en a your pas en Ontario, colleagues. qu'il n'y en a pas à Chicago, We qu'il n'y en a pas also en have Europe? a shortage of C'est là où employees il doit in plaider. stores, Oui, including puis essential peut-être qu'il va devoir ones. donner d'autres This is explications, why probablement que Horacio we've Arruda va also devoir en donner aussi. Il n'y decided a to pas vraiment de close stores science for the derrière le next couvre-feu. 3 Sundays. On This constate will que help ça a shops coïncidé that avec are une short baisse du of nombre de employees. cas l'année dernière, au I mois de also janvier ask notamment. everyone to Donc, on get pense au their gouvernement third que, dose of dans un esprit, on veut vaccine as limiter les soon as rassemblements le plus possible. possible, That de makes garder all les the gens difference. chez eux à partir I de know that 22 the heures le soir. restrictions are Ça va limiter difficult. les rassemblements, I donc la know- propagation. C'est I ça le know calcul, there's a lot qui n'est pas of tout à fait scientifique. En fait, j'ai hâte anxiety. d'entendre l'explication peut-être scientifique If de M. you're Arruda. not mais c'est feeling ça le well, calcul it's qui est fait ce important soir. to ask Il y for a la help. question que les gens We se have to posent, puis take M. care Legault l'a of each other, posé. On but voit I passer still ça want sur to les réseaux wish sociaux, all des gens qui disent, mais Quebecers pourquoi health vous vous attaquez and pas happier aux news non-vaccinés, for couvre-feu aux 2022. non-vaccinés, Thank you. ou des mesures plus Peut-être juste, plus je me suis draconiennes? rendu compte en Ils n'auraient lisant pas en envie de vivre dans une anglais société que comme j'ai ça. sauté le Oui, bout en même sur temps, il les demande lieux à de son culte. équipe de voir s'il n'y a pas des mesures qui Malheureusement, pourraient être appliquées aux on gens qui sont va non vaccinés. aussi Mais on en a fermer évoqué dans la des cellule lieux de de crise culte, le sauf couvre-feu pour pour les les non-vaccinés funérailles où il y uniquement, aura semble-t-il. On y un retourne maximum de tout de suite personnes après, on est revenu acceptées au de français. 25. Merci, M. Legault. C'est ce qui complète les allocutions. On va maintenant débuter la période de questions des journalistes. Nous avons des journalistes ici dans la salle. 2 micros sont disposés de part et d'autre, finalement, de la salle. On a aussi des journalistes qui sont présents avec nous sur Zoom en virtuel. Nous allons débuter au micro 1 avec Radio-Canada. Oui, je parlais aujourd'hui au docteur Luc Boileau de l'INES et il a admis qu'il n'y a pas de variable dans ses calculs pour dénombrer le nombre de personnes qui ont la COVID-19 actuellement au Québec, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent des tests rapides à la maison qui ne sont pas dans les données. 16 000 aujourd'hui, on disait. Ma question, elle est simple et compliquée à la fois. Avez-vous perdu le contrôle sur la gestion de la pandémie? Si oui, qu'est-ce qui explique que vous avez perdu le contrôle? Et sinon, qu'est-ce qui nous rassure? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'avez pas perdu le contrôle de ce qui se passe actuellement dans la province? Juste peut-être pour commencer, là, puis je laisserai mes 2 collègues poursuivre. D'abord, le docteur Luc Boileau était à la rencontre hier soir. Et effectivement, je l'ai dit tantôt, le nombre de cas est actuellement sous-estimé au Québec et ailleurs dans le monde à cause des tests rapides. Ce qu'on suit de très proche, c'est le nombre d'hospitalisations, puis surtout le nombre d'hospitalisations aux soins intensifs. Puis c'est là-dessus qu'on se compare, puis qu'on regarde l'évolution. C'est vraiment ça qui nous permet de bien voir, puis bien lire la situation. Je ne sais pas ce que vous voulez. Non, je pense que c'est bien dit. Je pense qu'on a le contrôle au moins sur les hospitalisations. Puis ce que nous a montré le docteur Boileau hier suit exactement les courbes qu'on s'attendait. Malheureusement, on aurait espéré que ces courbes-là soient meilleures, mais c'est exactement ce qu'on s'attendait. Parfait. J'ai peut-être une relance ou une autre question. Vous avez parlé des non-vaccinés en disant que certains commerces là, qui vont exiger dorénavant le passeport vaccinal. On voit que d'autres pays vont beaucoup plus loin en exigeant le passeport vaccinal partout, là, en demandant à la population d'être vaccinée, point, comme en Allemagne. On a l'impression que les vaccinés paient encore le prix pour les non-vaccinés. Qu'est-ce que vous allez faire de plus pour... On entend les vœux pieux là, dans les conférences de presse, mais qu'est-ce que vous allez faire de plus pour convaincre ces gens-là de se faire vacciner au Québec? Bon, mais d'abord, comme je l'expliquais tantôt, si on avait été capable de mettre un couvre-feu spécial juste pour les non-vaccinés, puis de le faire respecter, c'est quelque chose qu'on aurait regardé. Maintenant, il faut voir si, en élargissant l'utilisation du passeport vaccinal, si c'est applicable. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'un très petit commerce peut être équipé pour vérifier la vaccination de tous les clients? Probablement, dans les plus grands commerces, on pourrait étendre effectivement, que ce soit pas seulement les restaurants, pas seulement les lieux de culte. Donc, j'ai demandé à mon équipe de dire, partout où on va être capable
en pratique de mettre le passeport vaccinal, on va le mettre. J'aimerais ajouter un élément, par contre, qui est très important. Les vaccinés, vous vous êtes fait le plus beau cadeau, je vais vous dire ça, parce que si actuellement, vous n'étiez pas vacciné 2 doses, bien, vous seriez peut-être, beaucoup de gens seraient à l'hôpital actuellement, et peut-être moi-même, je serais peut-être rendu à l'hôpital avec aux soins intensifs. Fait que je comprends la frustration que les gens ont, là, mais si jamais on avait eu des taux de couverture vaccinale beaucoup plus bas qu'on a au Québec, je peux vous dire que notre système de soins serait dans le trouble actuellement. Fait que s'il y a une chose qu'il faut que les Québécois retiennent, c'est que la vaccination, ça demeure très important et c'est probablement la meilleure chose que vous avez fait pour vous aider, vous, et aider d'autres personnes de ne pas se retrouver à l'hôpital. Mais pas d'autres mesures à venir pour les non-vaccinés. Oui, mais ça, je comprends, mais ce que je ne voudrais pas que les gens pensent, c'est que moi, je me suis fait vacciner, ça n'a servi à rien. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je comprends qu'on est pris actuellement dans un contexte où on doit prendre des mesures fortes, des mesures populationnelles qu'on n'a pas le goût de prendre pour justement protéger encore notre système de soins, pour qu'on puisse traiter les infarctus, traiter tout le monde actuellement. Donc, j'aimerais ça que les Québécois comprennent que la vaccination, ça leur a servi, parce que sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci de vous limiter à une question et une sous-question. On va passer au micro 2 avec Sabrina Rivet. Nouveau, oui, effectivement. Monsieur Legault, dites-moi, on se demande, bon, on a eu un couvre-feu au début de l'année, de janvier à mai. Maintenant, on remet un autre couvre-feu. Est-ce qu'on a vraiment observé une corrélation entre le couvre-feu et la baisse des cas? Bon. D'abord, c'est très difficile d'isoler une mesure dans un contexte comme on connaît actuellement, parce qu'il y a beaucoup de mesures, il y a une situation qui change, qui est différente d'un pays à l'autre. Donc, c'est très difficile d'évaluer une mesure. Par contre, on a des indications que c'est utile. Puis actuellement, là, la situation est tellement grave qu'on ne peut pas se permettre de ne pas ajouter dans notre coffre à outils tout ce qu'on est capable d'ajouter. Il y a une question aussi de gros bon sens. Si on dit les gens doivent être chez eux à 10 heures le soir, bien, ceux qui voulaient faire le party jusqu'à 1 heure du matin, bien, c'est plus difficile parce que là, il y a des policiers qui peuvent vérifier. Donc, il y a une question de gros bon sens de dire, c'est clair que ça aide à réduire le nombre de contacts. Puis là, j'ai reçu beaucoup de questions de parents. Ils se demandent le 17 janvier, est-ce qu'il y aura de l'école virtuelle avant ou c'est vraiment la rentrée à partir du 17? Oui. Et partout où ça sera possible d'avoir de l'école virtuelle, il y en aura. Puis ce qui est important aussi, parce que je veux rassurer certains parents qui ont des enfants qui ont besoin de services spécialisés, que ces services-là vont continuer d'être donnés aussi d'ici le 17 janvier. Donc, école secondaire, cégep, université, je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce qu'il y a de la formation qui se donne à distance. Donc, partout où ça sera possible d'en faire, on va en faire. Peut-être, Monsieur le Premier ministre, sur les écoles, là, il y aura des annonces spécifiques dans les prochains jours pour le retour en classe, là, autant au niveau du primaire, secondaire que des écoles supérieures. Merci. Toujours au micro 2, Jean-François Tremblay de TVA Nouvelles. Bonjour, M. Legault. On sent qu'il y a beaucoup de grogne présentement dans la population qui sent le gouvernement un peu désorganisé parfois. Qu'on pense aux files d'attente, tout le monde vous les a vus, vous l'avez sûrement vu, aux cliniques de dépistage, des gens malades qui attendent des heures. Trouver des trousses pour avoir les tests rapides, ça devient complexe. C'est vraiment pas tous les citoyens qui réussissent à en avoir. Est-ce que la vitesse de propagation vous a un peu dépassé quelque part au gouvernement? Bien, écoutez, je vous dirais, comme partout dans le monde, lorsqu'on regarde les statistiques de pensée, puis on fait une comparaison, même si c'est moins pire ici que ce qu'on voit présentement en Europe, c'est quand même des volumes de 10 fois qu'on avait dans les vagues précédentes. Donc, c'est... Alors, ce qui est l'enjeu pour nous, c'est de s'ajuster à chaque fois. Au niveau du dépistage, on a une capacité technique maximale de 50 000 tests par jour. Alors, c'est pour ça qu'on a passé aux tests rapides, pour être capable d'avoir au moins des gens qui puissent se faire auto-tester. Malheureusement, puis je ne veux pas en faire un débat, là, mais on est dépendant de ce qu'on reçoit du fédéral au niveau des autotests. Alors, on a pris des mesures dans les dernières semaines. On va aller chercher nous-mêmes des tests sur le marché mondial pour être capable d'avoir. Alors,
je demande aux gens là, de comprendre qu'en ce moment, on est pris dans une situation mondiale qui, pour certains, a des ressemblances avec la première vague parce que tout le monde est pris avec des mesures exceptionnelles. Par contre, je dirais aux gens de s'encourager parce qu'on se réorganise. On a ajusté la façon dont les gens doivent aller se faire tester. Lorsqu'on le dit, je le redis, lorsque les gens ont des symptômes, qu'ils restent à la maison parce que ça ne donne rien d'aller se faire auto-tester tout de suite. Et en ce moment, comme on est limité dans le nombre de tests qu'on peut faire, bien, je pense que les gens le comprennent, qu'on est mieux de rester à la maison si on a des symptômes. Puis on a pris l'engagement que le plus rapidement possible qu'on aurait d'autres autotests, on va les distribuer dans les pharmacies. Il y a plusieurs citoyens qui ont été testés positifs après avoir reçu leur deuxième dose. Il y a des CIUS au Québec aujourd'hui qui affirment que ces citoyens-là n'auraient pas besoin de leur troisième dose ou de leur dose de rappel. Est-ce que c'est le cas? Un citoyen qui a reçu 2 doses, qui a attrapé la COVID maintenant, est-ce qu'il a, oui ou non, besoin d'une troisième dose? Les recommandations d'experts actuellement démontrent que si vous avez reçu 2 doses d'ARN messager, là, un Pfizer ou un Moderna, et que vous faites la maladie, cette maladie-là vous confirme comme si c'était une troisième dose. C'est la recommandation actuelle. Ce qui est important aussi, c'est que si on a eu des symptômes avec votre test positif, va probablement être plus valide. Donc, on considère que c'est une troisième dose. Et pour le passeport vaccinal, ça va se passer comment pour ces citoyens qui sont dans cette situation-là? Écoutez, là, on est en train de... Parce que l'enjeu, puis il y a un journaliste qui l'a posé cette semaine, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui s'auto-testent pour être capable de le faire. Alors, on a pris une décision dans les derniers jours qu'il y aura un site web qu'on va rendre disponible où les gens vont pouvoir s'inscrire, le fait qu'ils ont fait un dépistage, puis on va voir si on peut faire un mariage. Mais là, vu que c'est de l'information qui est sur une base volontaire, on est en train de regarder comment on peut faire le pairage avec l'autre information qu'on a dans nos systèmes. Mais c'est sûr que tout ça déboule très, très vite. Puis on a demandé à nos gens en informatique là, de nous faire une proposition qui devrait être en place dans les prochaines semaines. Merci. Prochaine question, Anne-Marie Provost, Le Devoir. Oui, bonjour. Est-ce que le retour du couvre-feu peut être vu comme un signe de l'échec de la gestion de la pandémie dans les dernières semaines, derniers mois au Québec? Bien, quand on regarde la situation, donc, puis Dieu sait qu'on regarde les chiffres, je le disais, là, hier, on a eu un record à peu près partout. Si on regarde, par exemple, les hospitalisations par million d'habitants, actuellement, il y a 2 fois plus d'hospitalisations dans l'ensemble des États-Unis qu'au Québec. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on s'en va là? En tout cas, actuellement, on a la moitié moins de cas d'hospitalisation qu'aux États-Unis. Bon, la situation qu'on regarde en Ontario, on est à peu près au même niveau quand on regarde les soins intensifs. On est à 130, eux autres sont à 200. Donc, c'est à peu près, là, quand on tient compte de la population, le même niveau. Le nombre de cas, bien, ça dépend combien on fait de tests. Donc, il faut être prudent quand on compare. Mais il n'y a pas lieu de croire actuellement qu'on est dans une situation pire ici qu'ailleurs. Puis peut-être ce que j'aimerais rajouter, rappelez-vous de ce qu'on a appris dans la première vague, là, par exemple, au niveau de nos CHSLD, au niveau, on le sait, là, comment ça a été excessivement difficile. On n'est pas du tout dans la même situation parce que, justement, on a maximisé la vaccination de nos gens dans les CHSLD. Oui, il y a des gens qui sont infectés en ce moment dans les CHSLD, même par Omicron, mais c'est des gens qui sont beaucoup moins malades, c'est des gens qui manquent de rien en ce moment, même si c'est très difficile. Alors, je voudrais juste qu'on fasse attention que de dire, oui, la situation est très difficile, c'est un virus qui est incroyable, mais en ce moment, on est quand même capable de soigner nos gens et c'est pour ça qu'on insiste sur le principal remède qui est la vaccination. Il faut se le rappeler, là. Alors, quand on insiste puis on répète, je sais qu'on le répète beaucoup, mais nos gens de 60 ans et plus sont en train de se faire vacciner en ce moment. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et le premier ministre l'a répété, allez vous faire vacciner dans les prochains jours. Et on commence la vaccination générale de la population la semaine prochaine. Donc, on est vraiment sur la boule, on est vraiment en train
focusser pour être sûr qu'on donne le maximum de protection à nos gens, malgré un virus qui est incroyable. Sinon, je me demandais, y a-t-il aussi une question d'acceptabilité avec les nouvelles mesures qui pourraient être moins grandes cet hiver? Parce que, bon, là, les gens ont eu, la majeure partie des gens ont eu leurs 2 doses, il y a moins de décès, il y a la perception qu'Omicron est peut-être moins dangereux, il y a beaucoup de gens qui ont déjà été positifs, qui ont déjà eu le virus. Donc, est-ce que vous pensez que ça ne va pas nuire un peu à l'adhésion de la population aux mesures? Oui, mais en fait, regardez, là, on en connaît tous des gens dans les derniers jours là, qui se sont fait contaminer. Puis, ce qui est décevant, puis je vais commencer par le côté négatif, ce qui est décevant, les gens se disent, j'ai eu 2 doses, puis je l'ai attrapé quand même. Mais on est beaucoup moins malade. Regardez, là, les gens, quand ils ont eu 2 doses, puis qui attrapent Omicron, ils se disent, dans le fond, là, j'en ai pour 2-3 jours, c'était difficile, puis ça passe. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est parce que vous vous êtes fait vacciner. Si vous n'étiez pas vacciné, vous auriez été probablement à l'hôpital, puis encore plus aux soins intensifs. Fait qu'il ne faut pas que les gens oublient ça. Maintenant, je le répète, ce que le premier ministre a dit, est-ce que vous aimez mieux être protégé à 30 pour Omicron ou vous aimez mieux être protégé à 75 ou 80 Parce que de passer à travers la maladie pendant 2-3 jours, c'est correct. Mais c'est quoi les conséquences à long terme que vous pouvez attraper de la maladie? C'est ça qu'il faut faire attention. Puis deuxièmement, quand vous avez la 3e dose, vous êtes beaucoup moins contagieux pour les autres. Alors oui, pensez à vous, vous allez être mieux protégé, mais pensez qu'avec la 3e dose, vous allez être moins contagieux si jamais vous l'attrapez. Et ça, pour vos proches, particulièrement dans le temps des fêtes et dans l'hiver où on est plus à l'intérieur, je pense que toutes les raisons du monde, d'aller se faire vacciner de la 3e dose, peu importe l'âge qu'on a. Merci, M. Dubé. On va passer au micro 2. Florence Morin-Martel, La Presse. Oui, bonjour. Compte tenu de la situation actuelle, comptez-vous repousser la 2e dose des 5 à 11 ans pour accélérer la 3e dose des 18 ans et plus et du personnel de la santé? Docteur Arruda, je vais vous laisser là-dessus. Non, très honnêtement, actuellement, là, les deux sont des priorités et on va s'organiser pour le faire. La capacité de M. Paré, excusez-moi, je ne vais pas l'insulter, M. Paré est en train de planifier les deux là, et on devrait véritablement arriver à faire la démarche. Oui, et au sujet des hospitalisations avec la COVID-19, il y a plusieurs qui sont des gens qui viennent à l'urgence pour autre chose puis qui apprennent qu'ils ont la COVID-19 une fois à l'hôpital. Est-ce qu'on est capable de quantifier le nombre de cas comme ça dans les chiffres quotidiens, estimer la durée moyenne du séjour de ces gens-là? Oui, ça, on est en train de le regarder parce c'est notre grande préoccupation parce que vous avez 2 questions. C'est est-ce que les 229 hospitalisations qu'on a eues aujourd'hui, c'est 229 personnes qui sont rentrées à l'hôpital à cause de la COVID? Je vous ai dit un peu plus tôt cette semaine qu'on pense qu'il y en a à peu près 25 qui sont rentrés à l'hôpital pour d'autres raisons. Je vous ai donné l'exemple d'une personne, une femme qui vient accoucher, et lorsqu'on la teste, elle est COVID. Elle n'est pas venue pour la COVID, mais elle est venue pour accoucher. On est en train d'essayer d'extraire ces cas-là. Donc, ça, c'est une chose qu'on fait. C'est très difficile en ce moment, puis on a demandé à l'INSPQ de nous revenir, puis je ne sais pas si le docteur Arruda a eu, parce qu'on a tellement de questions ces temps-ci, mais on a demandé de dire que maintenant qu'on est beaucoup plus Omicron, puis qu'on est presque plus Delta dans les cas qui rentrent, quelle est la durée moyenne d'hospitalisation? Et ça, j'espère qu'on est capable d'avoir ça dans les prochains jours. Mais je vous rappellerai une statistique, là, puis les gens parce qu'on suit beaucoup ça, pas juste nous, mais les gens commencent à comprendre que ce n'est plus uniquement les cas, mais les hospitalisations. J'essaie d'encourager les gens pour être capables de suivre ça correctement. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre d'entrants. Le nombre d'entrants au niveau des hospitalisations, hier, il est à 229. Demain, il va être à 260. Ça veut dire qu'il rentre 260 personnes infectés, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, il y en a peut-être 25 de trop, mais ils l'ont quand même. Ce qui est important, c'est de voir les sorties. Moi, je vais m'encourager si je peux voir les sorties qui viennent monter. Demain, il va y avoir 164 sorties. Ce qui est encourageant, c'est que 164 sorties, là, c'est nos entrées d'il y a 7-8 jours. Fait que c'est ça qu'on va être capable de voir quand on aura un échantillon assez précis. Est-ce qu'on est en train de prendre le dessus?
lorsque les entrées vont égaler les sorties. On n'est pas dans cette courbe-là en ce moment, mais les statistiques qu'on a vues de l'INES, de l'INESPQ, du docteur Boileau, de tout le monde qui nous aide là-dedans, montrent que cette courbe-là, elle est très pointue. Donc oui, ça monte très vite, mais j'espère qu'on pourra voir un fléchissement de la courbe dans les prochaines semaines rapidement, mais c'est ça qu'on suit de très proche en ce moment. Puis, je veux rassurer les gens, on va continuer, malgré les fêtes, d'être très transparent dans nos données pour que les gens puissent voir justement ce qu'on est en train, avec les mesures très difficiles qu'on annonce aujourd'hui, de reprendre le dessus, parce que ce variant-là, bien, je pense qu'on le connaît maintenant, il est d'une virulence incroyable. On va poursuivre avec les journalistes francophones qui sont sur la plateforme avec nous. La même règle s'applique de question sous question. En débutant avec Sarah Molcou pour le réseau Cogeco. Oui, bonjour à nous trois. Ma question est pour M. Legault. Le travail du docteur Arruda est de plus en plus remis en question par des analystes qui lui reprochent notamment d'être en retard sur la science. Est-il toujours la bonne personne pour diriger la santé publique du Québec? Oui. En sous-question. C'est votre seule réponse? Non, mais écoutez, évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes, là, puis on a pris des bonnes décisions depuis 22 mois, et il n'y a rien de noir ou blanc. Donc, moi, je pense qu'on a des bons avis qui sont donnés, des bonnes discussions avec le Dr Arruda, avec les 2 instituts qu'on rencontre une fois par semaine. Donc, je pense qu'on a toute l'expertise nécessaire pour prendre les meilleures décisions. Mais comme je le disais au début, je pense que l'important, c'est de prendre des décisions rapidement. Et depuis 22 mois, bien, c'est arrivé souvent que d'autres juridictions, d'autres États nous ont suivis, mais avec 1 semaine, 2 semaines plus tard. Donc, je pense qu'on est en avant de la parade, puis c'est important de rester comme ça, puis c'est entre autres grâce au Dr Arruda. Parfait. Ma sous-question, vous parlez de décisions rapides à l'instant. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour annoncer ces restrictions? Est-ce que vous vouliez sauver la fête de Noël? Non, pas du tout, parce que là, évidemment, qu'avec les décisions qu'on annonce aujourd'hui, on vient de gâcher beaucoup les festivités du jour de l'an. Je pense que ce qui est important, c'est de se fier à la science. Et puis, cette semaine, les experts nous ont dit, bien là, on a un peu plus de certitude sur le fait que si on ne fait rien, il y a un risque de débordement dans les hôpitaux. Donc, dès qu'on a cette information-là, on l'a eu hier soir, on agit dès aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Prochain journaliste, Clara, La Presse canadienne. Bonjour, Clara Deschanel de La Presse canadienne. Ce que j'aimerais savoir, c'est que l'INES a annoncé que selon ses prédictions, ça se peut qu'on dépasse le niveau 3 de délestage dans les capacités d'hôpital dès le début de janvier. Donc, je voulais savoir à quel point on est sûr qu'on va réussir à ne pas avoir de service alors que les hospitalisations montent et le nombre de travailleurs de la santé qui sont sur le carreau. Veux-tu que je le prenne, ça, François? Oui, mais je pense qu'il y a deux variables. C'est une très, très bonne question parce que je vais essayer de vous le mettre en chiffres pour, encore une fois, faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez vu que dans le sommaire qui est présenté tous les jours par Santé Québec, la capacité des hospitalisations, elle est passée d'hier à aujourd'hui de 800 à 1200. Bon, tout le monde a vu ça. Là, je vois qu'ici, dans la salle, les gens disent oui, on suit ça, tout le monde. Pourquoi ça a monté? C'est parce qu'on a augmenté le délestage. C'est malheureux, mais c'est ça. Fait qu'on on a plus de délestage en ce moment, de chirurgie non urgente, d'activités moins urgentes, parce qu'on se prépare, parce que lorsqu'il rentre 225 nouvelles hospitalisations par jour, puis qu'il en sort 130, 140, bien, c'est sûr qu'on va se rendre à 1200. Alors, c'est pour ça qu'on a un enjeu d'augmentation, et c'est pour ça que, exactement ce que le premier ministre a dit, hier, quand on a vu qu'on se rapprochait de là, à la raison de 225, et demain, je vous le dis, ça va être 260. Donc, on se rapproche de ça. Ça, c'est la première chose. Notre deuxième problème, c'est qu'on a moins en moins de personnel. Fait que le délestage, c'est une chose, mais si on a moins de personnes pour soigner, bien, c'est sûr qu'on a deux problèmes, comme le premier ministre a dit. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a plus de chances de se rendre à un délestage de niveau 3 ou même de niveau 4 dans certaines régions?
Je donne les régions à titre d'exemple, pas pour inquiéter les gens, mais par exemple en Estrie ou à Laval, en ce moment, c'est beaucoup plus critique. C'est pas pareil partout, mais il y a des endroits où c'est plus critique. Alors, c'est pour ça qu'on a fait une autre mesure cette semaine qui est très difficile. C'est ce qu'on a appelé le réalignement des personnes pour demander, quand vous êtes asymptomatique, de venir nous aider. Et je répète, les gens, nos travailleurs de la santé ont fait un travail incroyable depuis 20 mois. Mais là, on a besoin que d'autres personnes viennent nous aider. Et ça, on va continuer à discuter avec les syndicats. On leur parle encore demain. Je sais que ce n'est pas facile, mais je vous le dis, il y a une combinaison des Québécois, ce qu'ils peuvent faire avec le couvre-feu dans les prochains jours. Ça, c'est une chose. Mais nos travailleurs de la santé, à qui on le demande encore, puis je demande à tout le monde de travailler en équipe. Tout le monde doit travailler en équipe pour qu'on soit capable de ne pas se rendre à cette limite-là, puis d'aller dans des délestages de niveau 3 et 4. Il n'y a personne qui veut aller là. J'ajouterais peut-être une chose aussi, c'est que malheureusement, hein, puis moi et Christian, on est deux comptables qui sont habitués de travailler avec des chiffres, mais quand on dit à l'INES ou à l'INSPQ, bon, si on ferme les restaurants, si on empêche les rassemblements privés, si on met un couvre-feu, c'est quoi l'impact sur les courbes prévues des prochaines semaines? La réponse n'est pas noir sur blanc. Il y a des grands intervalles, là, puis il n'y a pas de réponse précise de la part des experts parce que c'est difficile. Il n'y a pas assez d'expérience sur chaque mesure pour être capable de voir quel sera l'impact de nos mesures. Mais nous, on est confiants quand même, de façon raisonnable, que les mesures qu'on annonce aujourd'hui vont nous permettre de passer au travers. Mais ce n'est pas une science précise, malheureusement. Parfait. En sous-question, je me demandais aussi, aujourd'hui, on annonce des mesures qui sont quand même assez intenses pour freiner justement la vague Omicron. Quand on compare à, disons, il y a un mois, c'était beaucoup plus permissif. Donc, certaines personnes se demandent, est-ce que ça n'aurait pas été mieux de laisser moins de liberté un mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, pour aujourd'hui peut-être ne pas avoir besoin d'un couvre-feu, ne pas avoir besoin de tout ça? Bien, moi, je vous mets au défi de trouver quelqu'un, il y a un mois, qui prévoyait qu'on aurait 16 000 nouveaux cas par jour au Québec aujourd'hui. Je veux dire, à un moment donné, la situation évolue et on s'ajuste au fur et à mesure de l'évolution, puis on s'ajuste rapidement. Si vous me permettez, l'adhésion de la population est aussi associée à sa perception du risque. Je ne sais pas si vous comprenez, on parle beaucoup qu'il faut maintenir l'adhésion des gens, etc., qu'il faut les laisser vivre. Et donc, les gens n'auraient pas du tout aimé qu'on maintienne des mesures alors que les cas n'étaient pas élevés, qu'on était en contrôle de la situation. Il faut toujours prendre ça en considération. Comment le patient, la population, va recevoir notre recommandation. Il y a une chose que je veux dire aujourd'hui qui est importante, là. Il y a même encore, il y a quelques semaines, les experts locaux, nationaux, mondiaux, n'étaient même pas capables de dire si les vaccins actuels qu'on avait protégeaient ou non contre le virus. On se demandait il y a quelques semaines là, de dire, écoutez, est-ce que ça protège à 80 %, à 100 %, 30 %? On ne le savait pas. Et c'est là que je vous dis, quand on regardera, là, on dira qu'est-ce qu'on a eu comme information à partir du 15 décembre, du 17 décembre, du 19 décembre, à tous les jours quand ces choses-là se sont précisées, autant au niveau canadien qu'au niveau mondial, bien, c'est là qu'on a pu agir parce qu'on a dit, écoutez, si la tendance, et on a fait des mesures par étapes. Alors, je pense qu'aujourd'hui, avec l'information qu'on a eue dans les derniers jours, on a décidé de fouiller dans le coffre à outils, comme le premier ministre a dit, puis c'est avec ça. Est-ce que c'est de gaieté de cœur qu'on le fait aujourd'hui? Il n'y a pas personne ici en avant là, qui est heureux de ça. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire dans les circonstances? On est convaincu que oui. Nous allons poursuivre avec Patrick Belrose, Journal de Québec, Journal de Montréal. Oui, bonjour à tous les trois. Monsieur Legault, vous avez expliqué tantôt que la situation est pire aux États-Unis, similaire en Ontario. Monsieur Dubé rappelait en début de semaine qu'il y a déjà beaucoup de mesures sanitaires qui sont imposées. On a un très haut taux de couverture vaccinale.
qu'est-ce qui fait dans ce cas-là qu'on sera la seule juridiction, sauf erreur, en Amérique du Nord, à devoir imposer un couvre-feu pour une deuxième année de suite? Et là, il y a plusieurs explications. D'abord, vous savez, M. Belrose, qu'aux États-Unis, entre autres avec le réseau privé des hôpitaux, il y a beaucoup plus de lits et beaucoup plus de capacités qu'on a au Canada ou au Québec. Ensuite, écoutez, quand on regarde le personnel, c'est un problème qui ne date pas d'hier au Québec, le fait qu'on n'a pas tout le personnel qu'on aimerait avoir. Il y a des postes qui sont affichés d'infirmières qui ne sont pas comblés. Il y a 40% des infirmières qui sont à temps partiel, donc ça met des enjeux. Donc, évidemment, c'est difficile de comparer des situations d'un État avec un autre État. Mais il reste que nous, on pense que c'est mieux d'agir plus tôt que plus tard. En sous-question? Et sur la question de l'adhésion, la question a été posée tantôt, mais j'aimerais vous entendre, M. Legault. Après 22 mois, les Québécois ont l'impression qu'ils ont pas mal tout fait, ce qui est nécessaire pour combattre le virus. Est-ce que vous craignez que la population décroche, qu'il y ait une perte d'adhésion face à la nouvelle série de mesures? Bien, écoutez, quand on dit, là, hier, il y avait 939 patients COVID dans nos hôpitaux, je pense que les Québécois comprennent, là, qu'on s'approche de notre capacité maximale, puis que c'est important d'être capable de continuer à soigner tout le monde. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est important qu'on soit transparent. J'ai essayé de l'être depuis le début. Donc, on dit la vérité aux Québécois. Puis, évidemment, il faut partager cette responsabilité-là ensemble. Puis moi, j'ai confiance que les Québécois vont tout faire pour éviter qu'il y ait des conséquences dramatiques pour certains Québécois. C'est ce qui met fin aux questions en français. Nous allons poursuivre. Nous avons une question en anglais pour CBC, Mme Audureau. Alors voilà, mesdames et messieurs, M. Legault parlait d'un grand coup. Ce sont les mesures les plus sévères en Amérique du Nord. Patrick Belrose, du Journal de Montréal, a posé une bonne question à la fin du point de presse. Si ça ne fonctionne pas, c'est ce Bovin, qui fait un point de presse. Bon, merci beaucoup. Merci encore une fois. Bonne année malgré tout. Docteur Tremblay, bonsoir. Mais pourquoi on est le seul endroit où il y a un couvre-feu? Il dit on aime mieux agir maintenant, quitte à s'ajuster en deux mots. Là, mais la question se pose.